Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Alors nous sommes tous à nouveau confinés et derrière cette réalité, eh bien, des situations très différentes. Vous êtes peut-être en télétravail, sur le terrain, en chômage partiel, commerçant, retraité, vous avez ou non des enfants scolarisés, quelle que soit votre situation, eh bien, vous avez des questions et des témoignages à partager avec nous. Vous le savez, cette émission est la vôtre. Merci d'avoir participé, de nous avoir envoyé beaucoup de questions. Le confinement acte 2, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous et pour nous? Eh bien, nos invités vont répondre à vos questions. Ils seront soit au téléphone, soit en visio, soit sur le plateau. Deux thématiques sont ressorties du lot: l'école et les commerces de proximité. Avec moi sur le plateau, Jean-Luc Cadio, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CCI de Nantes et de Saint-Nazaire. Thomas Laurenceau, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes journaliste spécialisé en santé et consommation et vous avez accepté de répondre aux questions de nos invités. On vous remercie. Pour commencer, d'abord, regardez cette courbe, les chiffres, pour faire un point sur la situation sanitaire. Cette courbe, eh bien, présente le nombre de cas positifs. En rouge, vous le voyez, et en bleu, le nombre d'hospitalisations. Ce sont les chiffres du mois de mai jusqu'à aujourd'hui en Pays de la Loire. Et on voit cette évolution très rapide là sur le dernier mois. Thomas, vous le voyez ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est ça qui justifie aussi cette mesure rapide d'un reconfinement. C'est cette accélération qui a posé problème. Et alors on voit bien que dans la région, en plus, là, on a une courbe moyenne, mais il y a des endroits qui sont pires que d'autres. Ça se passe pas trop mal dans la Sarthe et en Vendée. En revanche, dans le Maine-et-Loire et notamment dans la région de Cholet, on atteint des taux très élevés de contamination. Et là, il était vraiment temps, on est à plus de 500 cas pour 100 000 habitants dans la semaine, donc là, il était vraiment temps de mettre un coup de frein parce que sinon, ça devenait impossible à contrôler. Impossible. Justement, par rapport à ce confinement, du coup, version 2, concrètement, qu'est-ce qui change? Alors, bien évidemment, c'est le retour, bien vous le savez, des attestations. Et on a une première question, c'est je ne peux pas être en télétravail, mon employeur me fournit une attestation, dois-je également télécharger l'application, une attestation de déplacement? Est-ce qu'il en faut deux en fait, ou bien une seule suffit si on est en télétravail? Alors moi je vous propose de poser cette question à Xenia, qui est ma partenaire et qui elle est sur le terrain, puisqu'elle aussi est en train de travailler. J'imagine qu'elle a répondu à cette question. Xenia, comment est-ce que tu as procédé? Ah, je ne t'entends pas. Hello, madame. Si. Alors oui, effectivement, donc ce matin... Tu ne m'entends pas? Si, je t'entends. Ça y est. Alors, du coup, oui, forcément, moi ce matin, je travaille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une attestation à mon employeur, une justification de déplacement professionnel. Alors, ça suffit, on n'a pas besoin d'avoir cette attestation plus celle du gouvernement. Celle du gouvernement, c'est nécessaire si, par exemple, on veut sortir son chien, se promener ou aller acheter de la nourriture pour le déjeuner. Donc ça, c'est l'attestation de déplacement dérogatoire qu'on trouve sur le site du ministère. Et enfin, il y a aussi d'autres types d'attestations qui sont nécessaires. Par exemple, moi, ce matin, j'ai emmené mes enfants à l'école. Et là, il faut demander à l'école, justement, de fournir une attestation de déplacement pour dépôt d'enfants à la crèche ou à l'école. Voilà, ça, ce sont des attestations qui sont nécessaires et qui sont individuelles. Pas la peine de sortir les trois si vous êtes professionnel avec des enfants et que vous allez acheter à manger. Parce que si vous n'avez pas en revanche ces attestations, c'est 135 € d'amende pour la première fois. En cas de récidive, c'est 200 €. Et en cas de récidive, enfin de troisième récidive, ça peut monter jusqu'à 3 750 €. Donc il vaut mieux s'imprimer ou alors l'avoir sur son téléphone pour s'éviter des amendes inutiles puisque nécessaires. Voilà, donc moi j'ai bien toutes mes attestations à l'âme, j'espère que vous en avez fait de même. D'accord. Et puis bon courage dans cette période. Merci beaucoup Xenia. À tout à l'heure, tu seras avec une restauratrice qui justement essaie de s'adapter et de continuer son activité malgré le confinement. On le voit, elle a plusieurs attestations à la main. Avec la pluie, c'est un peu compliqué. Bien sûr, on peut bien évidemment télécharger l'application Tous Anti-Covid et à l'intérieur, il y a l'attestation qui est disponible. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'imprimer cela. Alors, il y a une différence aussi, c'est que pendant le premier confinement, on pouvait sortir, mais il fallait sortir seul ou alors accompagné d'un enfant. Si on est par exemple en couple et qu'on a 2 enfants, il fallait chacun sortir individuellement avec son enfant. Aujourd'hui, les sorties familiales, elles, sont autorisées. Ça, c'est une différence. Oui, alors le décret est assez clair là-dessus. On a le droit de sortir avec les membres de la famille à condition qu'on vive avec eux.
Oui. C'est-à-dire c'est la cellule familiale, c'est cette notion de bulle. Vous ne pouvez pas aller rejoindre votre maman, votre belle-sœur, mais puisque vous êtes ensemble dedans, vous prenez plus de risques dedans, vous pouvez être ensemble dehors et aller prendre l'air dehors, tous ensemble. Alors, prendre l'air dehors, mais pas aller faire les courses dehors tous ensemble. Non, c'est pour la promenade. Voilà. La promenade de la cellule familiale qui vit sous le même toit. D'accord. Pendant le premier confinement, Jean-Luc Cadieux, vous étiez confiné avec votre famille ? J'étais confiné avec mon épouse, oui, effectivement. Et vous alliez vous balader à deux ou tout seul ? Attention à la réponse. On allait se balader à deux. Parce que normalement, ce n'était pas autorisé. Alors que maintenant, c'est le cas. Voilà, en tout cas, vous ne serez plus hors la loi, Monsieur Cadieux. Vous êtes content de venir dans l'émission, n'est-ce pas ? Oui, j'ai appris quelque chose. Je pensais que le couple était autorisé. Alors, une rentrée, vous le sentez, une rentrée bien différente en ce deuxième confinement, notamment pour les écoles, les collèges, les lycées, puisqu'ils restent ouverts. Donc, on continue à envoyer nos enfants dans les établissements scolaires, mais il y aura des mesures renforcées. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ? Regardez. Tu la sens comment, cette rentrée des classes ? Pas facile avec le masque à l'école primaire. Confinement, acte 2. Écoles, collèges et lycées restent ouverts, mais avec des mesures sanitaires renforcées dès aujourd'hui, jour de la rentrée des classes. Ces mesures correspondent au stade 2 du protocole élaboré après avis du Haut Conseil de santé publique et concernent 12 millions d'élèves. Objectif, éviter de priver durablement les enfants d'un accès à l'éducation et à une socialisation indispensable à leur équilibre. Et ne pas augmenter le nombre d'élèves décrocheurs, estimé à 500 000 après le premier confinement. Nouveauté majeure, le port du masque, déjà obligatoire pour tous au collège et au lycée, est étendu aux enfants de primaire dès l'âge de 6 ans, c'est-à-dire dès le CP. Pour tout le monde, il s'agit ensuite d'éviter au maximum le brassage des élèves. Autant que possible, ils ne changeront donc pas de salle de classe et ce sont les professeurs qui se déplaceront. L'aération régulière des locaux sera renforcée et tous les élèves n'iront pas en même temps à la cantine, ce qui pourra modifier un peu les emplois du temps. Et côté récré, ce sera par groupe. Ouf, cette fois-ci l'école, ça continue. C'est la classe, non ? Voilà, avec nous par téléphone, en visio, Sophie Marino-Poulos. Elle est psychologue et psychanalyste spécialisée dans les questions de l'enfance et de la famille. Bonjour Sophie Marino-Poulos. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous et de répondre aux questions des parents que nous allons recevoir aujourd'hui. Justement, nous avons Julien Dubois au téléphone qui est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Vous habitez quelle commune ? J'habite Saint-Herblain. D'accord. Et vous avez combien d'enfants, Julien ? J'ai 2 filles, une de 7 et une de 9. Et comment s'est passé alors du coup pour vous cette rentrée un peu compliquée sur 2 plans? On parle du confinement bien évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui un hommage sera rendu à Samuel Paty, ce professeur assassiné le 16 octobre dernier. Donc il y aura une minute de silence à 11h. Donc j'imagine que vous avez essayé d'aborder le sujet avec vos filles. Exactement. Il fait pas bon avoir 10 ans en 2020. Effectivement, ce matin, on va leur parler de liberté, de liberté de la presse, mais aussi de terrorisme, d'assassinat, de décapitation. Elle subissait déjà depuis des années les entraînements au confinement, à l'intrusion, Donc tout ça n'est pas étranger pour elles. Effectivement, on en a discuté. Elles ont fait toutes les 2 des stages pendant ces vacances, des stages sportifs ou artistiques. Et les enfants parlent entre eux, donc en fait elles étaient déjà au courant. Je leur ai demandé précisément de quoi elles étaient au courant. La grande m'a dit, il y a quelqu'un qui a... Il y a un prof qui a parlé des caricatures de Charlie Hebdo il s'est fait assassiner pour ça. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait sur ces caricatures. Elle m'a dit il se moquait du Jésus d'une autre religion. Voilà. Ça devant sa sœur, donc sa sœur aussi est étoffée. Qui a quel âge sa sœur a quel âge ? 7 ans.
Voilà, donc un peu plus jeune. Sophie Marinopoulos, pour aborder ces questions, voilà, le papa dit, il savait en fait, les enfants ont discuté entre eux, donc ça veut dire qu'il faut quand même aborder le sujet, il ne faut pas se dire, ils sont trop jeunes, je préfère l'occulter. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans le témoignage de ce papa, c'est qu'il montre bien qu'il faut partir des mots des enfants. C'est-à-dire que le plus important, il va y avoir une minute de silence dans les écoles. J'espère qu'après cette minute de silence, on va laisser les enfants s'exprimer de manière à ce qu'ils puissent nous parler de ce que eux ont compris, ont entendu, et partir à chaque fois des mots des enfants et ne jamais les devancer dans leur connaissance. Il faut pouvoir les suivre, donc suivre les informations qu'ils ont reçues ou la manière dont ils les ont intégrées, parce que bien entendu, psychiquement, les enfants n'ont pas une maturité d'adulte, même quand ils jouent aux grands, ils ne sont pas grands. Et on voit très bien comment cette petite fille a compris un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ça permet du coup aux parents ou bien à l'enseignant de reprendre avec eux ce qu'ils en ont compris. Alors bien sûr, on ne parle pas de décapitation, il n'y a aucun intérêt. Et d'ailleurs, cette petite fille a compris que quelqu'un était mort. Et c'était ça, il était mort parce que voilà, il n'avait pas forcément les mêmes idées que son voisin. Ça, c'est très important. Et puis, se rappeler que les enfants ont une très haute opinion de la justice. Les enfants sont porteurs de valeurs très importantes, l'égalité, le respect, prendre soin de la dignité. Il ne faut pas les prendre pour des citoyens de bas étage, hein, du tout. Ils sont porteurs de très grandes valeurs et en parler avec eux montre à quel point, en effet, ils ont une capacité à comprendre et aussi à transmettre ces valeurs. Je me permets de vous interrompre, madame. Oui. Vous me faites penser en disant ça que, en fait, ce qui les a le plus marqués, finalement, et dont elles m'ont parlé, que moi j'ai trouvé anecdotique, c'est que un enfant aurait été payé, c'est peut-être une rumeur urbaine, alors il y en a une qui dit 30 €, l'autre 300, pour désigner où était le Samuel Paty. Et ça, quand vous parlez de justice et voilà. Ça, c'est vraiment le fait qu'elle rapporte et qu'elle mette au même niveau que l'assassinat. Bien sûr, parce que c'est ça qui est traumatique. C'est d'avoir touché, il y a quelque chose d'une injustice et l'enfant en plus il y a un enfant qui a été manipulé, qui a été utilisé, qui a été instrumentalisé. Les enfants vont pas le dire avec ces mots-là, mais ils le vivent à l'intérieur d'eux-mêmes comme ça. Ils savent parfaitement que c'est injuste d'utiliser un enfant pour lui faire quelque chose. Et ça, c'est traumatique en effet. Et ça peut passer inaperçu, vous avez raison, alors que c'est pas du tout anecdotique. Donc ce soir, après cette journée, est-ce qu'on revient à nouveau sur ce qui s'est passé? On demande aux enfants comment ça s'est passé dans l'établissement et on remet encore des mots là-dessus, on les écoute? C'est ce que vous conseillez pour ce soir pour les parents? Pour ce soir, il y a des enfants qui vont rentrer et qui vont aller se réfugier peut-être dans leur chambre, dans leur jeu, ou qui vont parler de toute autre chose, qu'ils ont mangé à la cantine, comme si de rien n'était. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont rien fait. Ça veut dire que ce n'est pas leur temps. La temporalité d'un enfant n'est pas celle des adultes. Peut-être que soudainement, au moment d'aller peut-être s'endormir, il va en parler. Tu sais, aujourd'hui, on n'avait pas le droit de parler. Et à ce moment-là, en effet, le parent peut dire « mais tu sais pourquoi tu n'avais pas le droit de parler pendant 1 minute ?» etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il va y avoir une temporalité qui sera très différente d'un foyer à l'autre. Donc, bien sûr, si l'enfant a ce besoin d'en reparler, surtout ne pas fuir la discussion, mais partir de ces mots, une fois encore, faire attention de ne pas aller trop vite. On a souvent tendance à vouloir se débarrasser d'un sujet qui nous dérange en se disant il faut parler aux enfants, on a dit les psys ont dit qu'il fallait parler aux enfants et du coup on va tout mettre sur la table en une fois en se disant c'est réglé. Pas du tout. D'accord, on prend le temps et on prend leur temps, on les suit. On a bien compris le message. Merci à vous, Julien, d'avoir été avec nous en téléphone. Une prochaine fois, vous viendrez sur le plateau. Bien évidemment, la situation ne le permet pas actuellement. Eh bien, bon confinement, bonne rentrée et surtout, prenez bien soin de vous, Julien. Merci. Merci, bonne journée. Alors, on a beaucoup de questions relatives justement à l'école primaire et on en a reçu une. C'est un petit selfie de Mélina. Alors, on va l'écouter. Bonjour, je souhaiterais savoir si les écoles vont fournir les masques au nombre de 2, comme l'ont fait les collèges
à la rentrée de septembre. Aussi, je voudrais savoir si les enfants vont devoir porter le masque toute la journée et partout, comme les collégiens. Merci. Alors Thomas, déjà, est-ce qu'on nous fournit les masques? Alors la réponse a été apportée hier par le ministre de l'Éducation. Normalement, c'est aux parents de fournir les masques. Mais le ministre a bien dit, d'une part, pour les familles démunies, on va essayer de mettre le paquet pour qu'ils disposent des masques. Malheureusement, il y a des écoles ce matin qui ne les avaient pas encore reçus, donc il y a un problème pour les premiers jours. Et puis... Mais j'entendais que même s'il n'y a pas de masque, on accueillera les enfants ce matin. Oui, parce et, que, et normalement, les écoles doivent avoir un s'organiser. petit stock, parce qu'il peut y avoir des enfants étourdis, quelqu'un qui oublie son cartable quelque part, et du coup, dans le cartable, il y a le masque. Donc, normalement, l'école devrait avoir un petit stock de masques. Quant à savoir combien de temps il faut le porter, eh bien, malheureusement, c'est toute la journée, sauf à deux moments. C'est le moment de la cantine, ça c'est logique, et le moment de l'éducation physique. Ce sont les deux moments où on peut ne pas mettre de masque, on ne doit pas mettre de masque à l'école. Le reste du temps, il va falloir que les enfants apprennent à le porter. Alors cela dit... Ça fait long, hein. Ils se sont habitués à nous voir porter des masques, et déjà, ça fait que c'est moins dramatique peut-être. Mais ça ne va pas être facile. Ben, moi, je vois mon petit, il voulait absolument le customiser ce matin, y aller avec. Pour lui, c'était naturel. Mais ce n'est pas toujours le cas pour les enfants. Et d'ailleurs, on a justement une maman qui est maman de 3 enfants. C'est Charlotte. Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc, je disais, vous êtes maman de 3 enfants. Vous avez un petit bébé. Il a combien de mois? Il a 13 mois là. 13 mois. Et puis, vous avez 2 enfants, un collégien et une petite fille qui a 6 ans. Alors, comment ça se passe pour vous à la maison, du coup, ce matin? Eh bien, le collégien est parti avec son masque. Voilà, il a l'habitude depuis septembre, depuis ce qui s'est passé. Par contre, la petite, non, elle n'a pas voulu mettre le masque. Elle a très très peur de ne pas pouvoir respirer et donc je l'ai écoutée et j'étais OK pour ne pas la mettre. Donc nous avons averti la directrice. Oui. Vous avez envoyé un courrier à la directrice, c'est ça? Exactement. Oui, oui, on a envoyé un courrier à la directrice et en lui expliquant notre position. Voilà, donc on n'était pas d'accord pour que ma fille porte le masque à 6 ans. Voilà, donc... Vous avez reçu une réponse? Oui, on a reçu une réponse ce matin, donc elle est très gentille, notre directrice, on a beaucoup de chance. Elle m'a dit effectivement qu'elle comprenait notre position, qu'elle n'avait pas trop le choix, mais qu'elle avait vu que l'inspectrice et qu'elle serait d'accord pour que Camille ne porte pas le masque. Ah. Mais... C'est chouette, mais bon, le problème, c'est pas ça, c'est que dans la mesure où elle serait la seule à pas porter le masque, moi, je crains que les foudres s'abattent sur elle, les qu'elle moqueries, ne soit les stigmatisée. jugements, etc. Exactement. Donc, moi, je lui ai demandé si elle était en mesure de faire un communiqué aux parents, leur laissant le choix, en fait, de mettre ou non le masque à leur enfant. De ce fait, chacun pourrait, en fait, choisir, protégeant aussi les enfants des parents, pensant que c'est primordial pour eux de porter le masque. Et laissant les enfants des autres libres, enfin voilà, qui pensent le contraire, libres de respirer, de s'exprimer en fait. Voilà. Donc j'attends sa réponse. Très bien. Et je crois que votre collégien, vous avez décidé aussi qu'il ne mangera pas à la cantine, il rentre le midi pour pouvoir respirer un petit peu. Respirer. Exactement, voilà. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Charlotte pour votre témoignage. Je vais demander justement un avis à Sophie Marinopoulos, cette petite qui justement était peut-être un peu trop angoissée ce matin à l'idée de mettre ce masque et qui dit « je n'arrive pas à respirer ». Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à cette maman et à cette petite ? Alors d'abord une observation, c'est qu'on voit bien que les conseils sanitaires sont uniquement versus médical et pas du tout psychique. On voit bien que la question du développement psychique de l'enfant n'est pas prise en compte. Et cette petite fille a 6 ans, et c'est vrai qu'elle est encore dans le doute de sa propre respiration. Est-ce que c'est elle qui gère sa respiration, ou bien est-ce que ça vient d'ailleurs et que finalement le masque l'empêcherait de respirer? Donc c'est une fantasmatique enfantine. Donc elle doit être prise en compte. C'est pour ça que la proposition de cette maman de dire que ça aurait été intéressant que ce soit recommandé dans un premier temps et que petit à petit, en effet, d'ailleurs l'école aurait pu prendre un rôle important à ce niveau-là, petit à petit on accompagne l'enfant à jouer à mettre le masque, voir l'effet que ça fait, on le retire, on le remet, etc. C'est-à-dire tout
toute une approche de sa propre respiration. Hein, et petit à petit, je pense que les enfants, sans aucun problème, s'y seraient mis. C'est la brutalité de l'information qui est maintenant on met un masque alors qu'on a 6 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, il fallait surtout pas que les enfants portent de masque. C'était mauvais pour leur santé. Donc, pour les parents, et je pense que cette maman n'a pas échappé, comme beaucoup de mamans que j'entends, hein, vous connaissez nos lieux, les pâtes au beurre, il y en a dans différents lieux de France. Nous restons ouverts pour vous, les parents. N'hésitez pas à nous appeler. Vous allez sur les sites internet, vous allez nous trouver. Eh bien, en effet, beaucoup de parents sont aux prises avec un état de panique eux-mêmes, que les enfants reçoivent parfaitement, parce que les enfants sont tout à fait en train d'écouter la panique parentale, qui fait que le masque devient un objet dangereux. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'il faut reprendre avec les enfants tranquillement, ne pas les obliger. J'aimerais bien que cette petite fille puisse avoir sa vie d'enfant, c'est-à-dire qu'elle aille à l'école, qu'elle retrouve ses copains, qu'elle ait le plaisir de se séparer pour retrouver ensuite la famille, parce qu'elle aura beaucoup de choses à raconter. C'est ça la vie d'un enfant, c'est la part vivante de l'enfance. Hein. C'est être dans cette socialisation, dans la connaissance, dans le savoir qu'on apprend à l'école, avec les copains et avec la séparation et les retrouvailles, qui est un rythme familial essentiel, dont nous avions été privés lors du premier confinement, je vous le rappelle, et qui avait beaucoup bousculé la famille et provoqué beaucoup de violence. Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils. Merci à vous, Charlotte, pour votre témoignage. Donc, n'hésitez pas à contacter les pâtes au beurre. Donc, vous êtes ouverts, vous accueillez les parents qui ont besoin. On est là dans toute la France. Merci beaucoup, Sophie Marinopoulos. À très bientôt. Merci à vous. Merci. À voilà, je vous rappelle que... journée. Merci Charlotte. Je vous rappelle que nous sommes en direct ce matin. N'hésitez pas à commenter aussi tout ce que vous entendez sur ce plateau via notre page Facebook Ensemble c'est mieux ou bien par mail pdl@ensemblecestmieux.fr. On va aller retrouver maintenant Xenia qui est sur le terrain ce matin auprès d'une restauratrice. Eux aussi ont beaucoup souffert lors du premier confinement. Eh bien, il va falloir à nouveau fermer les portes et pour certains, eh bien c'est compliqué, mais ils s'adaptent, notamment avec de la vente à emporter, même si bien évidemment tout le monde ne peut pas le faire. Elle tente. Xenia ? Et oui, ici, je peux te dire que la vie s'organise, la vie se réorganise ici avec Sandrine et son chef Sébastien. Ici, on ne chôme pas, on ne se laisse pas abattre. Sandrine, vous êtes donc responsable de deux enseignes, une boutique traiteur et un restaurant. Comment est-ce que déjà, comment ça va ? Écoutez, ça va, on s'organise et surtout on essaye d'apporter en fait une réponse aux personnes. Donc au niveau du restaurant, j'ai décidé de rester ouvert pour notamment les gens qui resteront en présentiel et qui auront besoin de nous, aussi pour les gens en télétravail ou les résidents, tout simplement. Ouais, c'est aussi un petit coup de réconfort que vous leur apportez en sachant, oui, voilà, c'est ça, c'est aussi une réponse parce que c'était aussi des inquiétudes en se disant comment on va faire étant donné que toutes leurs structures, pour la plupart, sont fermées. Ouais. Donc aujourd'hui, c'était une angoisse pour eux de se dire comment on va pouvoir mener à bien notre mission et rester ouvert dans les conditions qui sont imposées. Et au niveau de la boutique, on essaye d'apporter au maximum une réponse et surtout un plaisir. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le reste du plaisir va être au niveau de la nourriture. Et donc vous continuez coûte que coûte à faire des bons plats mijotés avec des producteurs locaux, parce que c'est aussi une de vos garanties, c'est que c'est du 100% local. Tout à fait. En fait, j'ai insisté vraiment même sur une transparence pour le client, c'est-à-dire qui est affichée aujourd'hui et aussi bien à la boutique qu'au restaurant, les différents producteurs avec lesquels nous travaillons. C'est une chaîne humaine où on est solidaire, où c'est important aussi de valoriser à chaque niveau son travail, son savoir-être et faire. Et c'est vrai que pour moi, c'est important que le client sache ce qu'il a au sein de son assiette. Et c'est vrai que c'est au service, bien sûr, de la créativité du chef, de mon équipe, qui aujourd'hui se donne à fond pour apporter le soutien et puis les réponses aux besoins des gens. Des besoins que vous aviez déjà, du coup, sentis au premier confinement. Tout à fait. Et que vous aviez senti, du coup, pendant ce premier confinement, que les gens étaient rassurés de vous savoir et de vous voir ouvert. Oui. Et là, vous avez dit, on recommence, on reprend les mêmes procédés et on recommence. Tout à fait. J'avais même décidé pour que les gens ne se sentent pas tout seuls et isolés, notamment, je pense aux gens seuls, d'ouvrir le dimanche pour leur permettre qu'il y ait toujours une vie, que s'ils ont besoin, j'ai même téléphoné à des gens en leur disant comment ça va, comment allez-vous, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Il y a quand même des personnes âgées qui se sont retrouvées seules et isolées,
où je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'angoisse et de questionnement par rapport à aussi un appel ou quelque chose. Donc c'est tout l'intérêt des commerces de proximité. On est là pour ça, mais aussi pour l'humain avant tout. Je veux dire, ici, les gens, ils viennent, ils nous racontent aussi tout ce qu'ils ont sur le cœur. Ça leur fait du bien, quoi. Et ça leur fait du bien parce que tous ceux que j'ai pu avoir, ils m'ont dit ce qui nous manque, c'est un regard, c'est un échange, une parole gentille. Avant tout, donc c'est ce qu'on fait. Et je trouve que par rapport à des grandes chaînes de distribution où tout le monde est je dirais, invisible à la même enseigne, ou à la même enseigne, ici chacun a sa particularité et on sait les petites habitudes de chacun et on essaye d'y répondre. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait chaud à l'estomac puisqu'on mange bien que des produits frais, que des produits locaux et cuisinés sur place. Tout à fait. Et en plus, vous êtes là pour les gens et moi qui avais un peu le cafard en arrivant, franchement, vous m'avez remis du baume au cœur. Donc vous êtes ouvert tous les jours? Tous les jours. On propose tous les week-ends des week-ends à thème, c'est-à-dire qu'on veut que les gens voyagent à travers ce confinement. Hein. Donc là, le week-end prochain, c'est paella, par exemple. On a fait de la choucroute. Et tous les week-ends, on s'est défié de proposer quelque chose qui permette justement de se dire, on a ce plaisir, on a cette... puis bon, le repas, cette envie, quoi. Voilà. Le repas, c'est essentiel. C'est un moment de convivialité, Bien de sûr. partage avec les enfants, avec tout le monde. Et puis, je dirais que des fois, on n'a pas le moral, on mange quelque chose de bon, puis ça fait du bien. Et merci beaucoup Sandrine, et bravo pour de garder le moral, de garder le cap, et continuer comme ça. On est avec vous, on est avec tous les commerces de proximité, et on va s'en sortir, hein, madame, on va s'en sortir. Bravo pour ce beau témoignage. Merci Xenia, merci Sandrine. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça, effectivement. Elle exprime toute la place qu'occupe le commerce de proximité. Ce n'est pas juste une relation marchande. Jean-Luc Cadiot. Oui, effectivement, le commerce, c'est un lien social dans les quartiers, dans les bourgs et tout ça. Donc c'est comme elle a dit fort justement, aller vers la grande distribution. Je pense qu'il y a eu une erreur de casting au niveau de la mise en place de ce confinement. Je pense que aller dans les grandes surfaces pour le régime alimentaire, pour tout ce qui concerne l'alimentaire, c'était nécessaire. Mais par contre, ouvrir les portes pour tout, c'était pas normal. Donc maintenant, je pense que les citoyens aussi, les consommateurs doivent avoir un acte citoyen et acheter chez leurs commerçants de proximité. Parce que c'est ce qui va créer la valeur dans les quartiers. Et moi, je dis, il ne faut pas que les citoyens soient égoïstes, penser qu'aller sur Amazon ou penser aller que dans la grande distribution. Il faut penser au commerce de distribution de proximité qui crée beaucoup d'emplois et qui crée du lien social. Justement, aujourd'hui, on va vous montrer comment faire. Parce que voilà, ce n'est pas juste penser. Là, concrètement, dans l'émission, vous allez avoir les bonnes adresses et les bons actes pour pouvoir réaliser cela. Alors, on a eu une restauratrice maintenant en direct sur l'émission. On parle de tous les commerces jugés non essentiels. Cette expression est vraiment très maladroite, mais bon, voilà. Derrière cette expression, il y a tout simplement une réalité, 2 colonnes, ouvert, fermé. Comment est-ce qu'on décide ça? Et si on est du mauvais côté de la colonne, eh bien, comment est-ce qu'on se relève? On va en discuter, mais regardez un petit point sur la situation avant cela. On se fait un pot-au-feu ce soir ? Ah ouais, je vais acheter la viande chez le boucher. Il faut soutenir les commerces du quartier avec ce nouveau confinement. Les Français sont attachés à leur commerce de proximité. En septembre dernier, ils étaient 69% à redouter leur disparition. Et dès la fin du premier confinement, dans un acte de soutien, un Français sur 2 a privilégié ses commerces de quartier. Car pour le consommateur, le petit commerce incarne circuit court, produits frais et de saison et lien social. Mais coup dur, un second confinement oblige les commerces jugés non essentiels à fermer à nouveau. Les commerces alimentaires pourront rester ouverts, de même que les enseignes de bricolage, d'optique, d'informatique, les marchands de journaux, les blanchisseries teintureries ou encore par exemple les hôtels. Pour limiter les dégâts économiques, la livraison et le retrait de commandes resteront possibles. Des évolutions qui ont déjà été mises en place lors du premier confinement. En milieu rural par exemple, 44% des habitants ont vu apparaître le portage à domicile comme nouveau concept et 39% ont constaté la mise en place de drive commerçants. Commerce de proximité, plus que jamais, c'est le moment d'y aller. Voilà, et pour parler de solutions, aujourd'hui, on a avec nous Catherine Sasso, qui est présidente de l'association des commerçants Mancéa au Mans. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a également Roch Chéreau, il est maire de Saint-Viaud en Loire-Atlantique. Il est avec nous par téléphone. Bonjour Roch.
Bonjour à vous. Merci à vous d'être avec nous. Sur le plateau, Jean-Luc Adio, vice-président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, et Thomas Laurenceau, journaliste spécialisé consommation et santé. Voilà, avec tout ce beau monde, on va pouvoir, je suis sûre, répondre à la question de Muriel. Écoutez-la. Et je voulais savoir, par rapport à ce nouveau confinement, s'il existait des initiatives collectives, associatives ou municipales qui permettent de soutenir les commerces de proximité et surtout qui pourraient être mises en place partout en France parce que nos commerces ont besoin de soutien dans ces moments difficiles. Voilà, merci beaucoup. Voilà, alors en termes d'initiatives, déjà, ce qu'on a vu dans les médias ce week-end, ce sont les manifestations de commerçants qui ont eu lieu un petit peu partout en France, dans la région, et notamment sur ces images que vous allez voir, c'est à La Flèche, dans la Sarthe. Ils contestent leur fermeture pour concurrence déloyale. Les grandes surfaces sont ouvertes jusqu'à aujourd'hui. Elles étaient autorisées à vendre tous les produits non essentiels. Dorénavant, ce n'est plus le cas. Et face à cela, eh bien, certains maires aussi ont décidé de publier des arrêtés municipaux pour autoriser l'ouverture des commerces de proximité, aux herbiers en Vendée par exemple, mais la préfecture en fait a réagi quasi immédiatement en envoyant des gendarmes pour fermer ces commerces. Et nous avons en ligne aussi Roch Chéreau qui lui aussi a publié un arrêté municipal en ce sens. Roch Chéreau, pourquoi vous avez spontanément voulu publier cet arrêté municipal et du coup quelque part vous portez un peu hors la loi? Alors, on parle beaucoup d'enjeux sanitaires, sécuritaires. Je pense qu'il y a économique. Je pense qu'on a oublié un enjeu qui est l'enjeu social. Et une ville moyenne n'est pas une ville rurale. Dans beaucoup de communes de France, il y a à peu près 20 000 communes de France qui ont moins de 3 500 habitants. C'est votre cas. Vous avez 2 500 habitants à Saint-Viaud. 2 500 habitants. Bien souvent, il n'y a même pas de supermarché, il n'y a même pas de supérette. Il y a le bistrot du coin, voire le coiffeur. Et c'est le seul commerce, c'est le seul lien social de la commune. Voilà, donc notre démarche, elle n'est pas populiste, elle n'est pas politique, elle est simplement de dire, et elle est dans le prolongement de ce qu'a dit le président de la République dans son allocution, qui a vanté les mérites des maires de France qui étaient là au plus proche de la population, qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien leurs commerçants et qui savent si le contexte sanitaire peut être mis en place, de leur donner les moyens. Donc, vous, concrètement, ça veut dire que ce matin, tous vos commerces sont ouverts? Alors, on a quelques commerces. On a, comme toute commune rurale de France, on a vu petit à petit les commerces fermés. Et il y a un moment de temps où la commune a dû prendre ses responsabilités et redresser la dynamique. On a investi de l'argent public municipal pour construire des commerces. Donc vous avez quoi, une boulangerie Alors on a une boulangerie, on a un bar supérette tabac. Donc aujourd'hui la partie bar forcément est fermée, la partie tabac est ouverte et la partie supérette est ouverte. On a une fleuriste, on a 2 salons de coiffure et 2 salons de soins esthéticiennes. Et on a fait aussi s'arrêter en solidarité avec toutes les petites communes rurales de France qui n'ont bien souvent qu'un seul commerce. Et voilà, on se voulait solidaire et on voulait peser sur le débat pour dire redonnez-nous à nous, maires de France, une liberté d'action, une liberté de terrain. Ce que l'on a mis en œuvre d'ailleurs. Vous avez eu la préfecture au téléphone, vous avez eu une réaction, les gendarmes sont venus sur votre commune, comment ça se passe aujourd'hui? La préfecture, vous savez, la préfecture, voilà, pour l'avoir, c'est compliqué. Quand on lui pose des questions, il faudrait déjà qu'elle réponde. Et puis, donc pour l'instant, c'est ouvert, en tout cas. Pour l'instant, c'est ouvert, oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir témoigné de cela. Jean-Luc Adio, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives des maires qui ont publié ces arrêtés municipaux? On en a plusieurs en Vendée, là en Loire-Atlantique. Je pense que c'était une action qui était nécessaire pour les maires par rapport à leur commerce de proximité, pour continuer à créer du lien social. Maintenant, le gouvernement a pris des décisions hier soir pour faire en sorte qu'il n'y ait que les produits alimentaires qui soient distribués au niveau de la grande distribution. Je pense que c'est une bonne nouvelle, sachant qu'il faut quand même respecter un certain confinement si on veut faire infléchir la courbe des contaminés. Après, ce que je voudrais dire, c'est quand même qu'au niveau
du commerce. Il faut aussi reconnaître que la CCI, depuis maintenant le premier confinement, a mis en place Ma Ville, Mon Shopping, avec aujourd'hui 990 commerçants qui sont adhérents à la plateforme. Donc c'est une plateforme en ligne où on peut faire ses achats. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est essayer de concurrencer le grand leader mondial de la distribution par Internet. La CCI a donc mis cet outil à la disposition des commerçants, a mis aussi des forces humaines sur le terrain, 6-7 personnes, pour accompagner les commerçants à la digitalisation. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a 10 000 produits en ligne. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué peut-être que d'aller sur le référent mondial, mais aujourd'hui, les citoyens doivent avoir un acte responsable et dire aujourd'hui, on doit faire travailler le commerce de proximité. On ne peut pas y aller physiquement, mais on peut utiliser la plateforme Ma Ville, Mon Shopping. Thomas, vous utilisez ce type de plateforme, vous allez vers les commerçants à Saint-Nazaire. Il faut le faire. Là, on ne discute plus, on ne rigole pas. Là. C'est important. Moi, vous savez, cette histoire, ça va se finir, cette épidémie, un jour ou l'autre, ça va se finir. Moi, je ne veux pas, ce jour-là, sortir dans la rue, dans le centre-ville de Saint-Nazaire, ne voir que des magasins fermés. Donc, je comprends qu'on conteste les décisions. C'est toujours arbitraire, c'est brutal, cette décision globale. Mais elles vont être prises... Et donc, il va bien falloir si on regarde à travers le prisme du sanitaire, on se dit c'est nécessaire, donc je suis à la maison, mais je consomme, je consomme autrement. Il y a une solution pour nous consommateurs de concilier le sanitaire et le soutien de l'économie locale. C'est ce qu'on appelle le click and collect, qui peut avoir plusieurs formes. Je vais sur Internet, effectivement, il y a des plateformes qui se regroupent, mais ça peut être aussi des commerçants tout seuls qui font leur page Facebook ou je ne sais pas trop quoi. Ceux qui n'en ont pas, ils ont un téléphone, on leur téléphone. Moi, ça m'est arrivé pendant le précédent confinement, j'avais appelé, c'était l'anniversaire de mon petit-fils, je ne pouvais pas ne rien faire. J'ai appelé la marchande de jouets, elle m'a livré le jouet pour mon petit-fils. Les gens, ils sont comme ça. Ce que disait la dame tout à l'heure avec Xenia, on se rend service mutuellement. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse tous. Moi, à Noël, je retrouver le lien direct. Je commande tous mes livres à la librairie locale. Je commande mes chocolats via la plateforme ou bien directement au chocolatier. Et si on le fait tous, non seulement on va permettre aux gens de s'en sortir, mais peut-être qu'on va permettre plus globalement aux petits commerces d'entrer dans une nouvelle ère. Catherine Sasso, quand vous entendez Thomas qui dit ça, voilà, je pense que ça vous fait chaud au cœur, parce que vous êtes commerçante, présidente de l'association des commerçants du Mans, et vous essayez, en fait, vous aussi, de créer une plateforme et de créer un réseau pour proposer de l'achat en ligne. Oui, alors effectivement, il y a une micro-coupure, j'ai entendu une partie de ce que vous avez dit, mais j'ai un peu suivi. Donc effectivement, les associations de commerçants du centre-ville se sont associées pour pouvoir mettre en place une plateforme de e-commerce qui s'appelle Acheter au Mans. Alors cette plateforme a mis un petit peu de temps à émerger, ce qui fait qu'on va être aux prémices de cette plateforme et on est déjà à peu près 3 ou 4 jours, à peu près à 50 commerçants déjà qui ont adhéré à la plateforme. D'accord. Et pour vous, c'est vraiment ça l'urgence, parce que pendant le premier confinement, vous n'aviez pas ça, c'était un peu le choc, vous avez fermé, et là, vous vous dites, hors de question, dès les premiers jours, il faut qu'on se relève et qu'on continue à fonctionner autrement. Ah oui, donc moi personnellement, je suis vraiment rentrée en combat avec l'idée de mettre des solutions en place, voilà, pour aider les commerçants. Donc la première, effectivement, c'est cette plateforme de e-commerce. Comme l'ont dit à juste titre les autres intervenants, en fait, on a aujourd'hui beaucoup de commerçants qui ne sont pas digitalisés, mais qui mettent des solutions de proximité, qui sont en lien par téléphone, qui prennent des commandes, qui ont mis en place des solutions de click and collect, qui ne quittent pas leur boutique. Donc nous, en termes d'association, on bénéficie. Alors moi, j'ai retravaillé sur la digitalisation de notre propre association. Et aujourd'hui, ce que je peux annoncer, c'est que voilà, on peut aussi faire une sorte d'annuaire général avec toutes les solutions de proximité qui sont mises en place. Donc nous, en fait, on va offrir notre plateforme pour que les commerçants puissent s'inscrire dessus. Alors s'inscrire, c'est un logo, c'est une photo de leur commerce. Et après, effectivement, les habitants du centre-ville du Mans auront la possibilité d'aller sur cette plateforme pour repérer les commerces qui font
C'est une du service de visibilité. proximité. Voilà. Nous sommes fermés, mais nous sommes présents encore et toujours. C'est un peu ça votre message. Merci beaucoup, Catherine Sasso. Voilà, achetez au Mans, achetez à la Flèche, mavillemontshopping.fr. Voilà, tout ça, ce sont des plateformes pour justement concurrencer, on va dire, tous les achats qui se font hors de notre territoire. Oui, comme demandait tout à l'heure la dame, quelles possibilités, quels outils on peut apporter. Les CCI sont bien sûr à l'écoute des commerçants. Il va y avoir un diagnostic qui va être mis en place par les CCI qui s'appelle DigiPilote et qui va permettre aux commerçants de se poser les vraies questions sur l'avenir du digital dans leur magasin. Et donc je crois qu'il faut en profiter durant cette période difficile, sombre, d'aller vers l'extérieur, de ne pas hésiter à appeler la chambre de commerce, d'appeler des conseillers commerce qui sont à leur disposition pour les aider et les accompagner. Même cette association qui dit, voilà, on a mis du temps à créer notre site internet, en fait, en vous contactant, ça peut peut-être aider à aller un petit peu plus vite. D'autant qu'il y a aussi des aides de l'État que vous Tout à fait. conseiller. On a également en ligne maintenant une libraire, et oui, on a beaucoup entendu parler des libraires ce week-end. Christelle Rafsted, vous êtes libraire, le livre dans la théière à Roche-Servière en Vendée, et vous êtes également présidente des librairies indépendantes des Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Je pose quand même la question, parce que on vous voit tous sourire sur la photo, mais voilà. Vous êtes en mode combat, vous aussi. Oui, on est complètement en mode combat. Bon, c'est vrai que vendredi, on a été quand même très bousculé par les images qu'on a vues dans certains de la grande distribution. Mais bon, là maintenant, la question n'est plus là. La question, elle est de comment on s'organise pour pouvoir vendre des livres, conseiller des livres à nos clients. Et donc nous, j'entendais les autres intervenants, on est sur la même ligne. On a un site qui s'appelle librairie-alip.fr. Vous allez y retrouver 40 librairies de la région qui font du retrait, de la commande, du click and collect. Certains font des livraisons, certains vont pouvoir vous conseiller par téléphone, enfin tous vont pour la plupart vous conseiller par téléphone. Donc on va faire notre métier différemment, mais on va continuer à le faire parce que ça nous semble très important dans cette période de crise sanitaire, économique, de tenir notre place. Et notre place, c'est de permettre aux gens de s'évader, c'est permettre aux gens de penser, parce que nous on vend des objets, les livres, qui servent aussi à ça. Eh bien, merci beaucoup. Ça nous fait bien plaisir de terminer cette émission avec vous, Thomas. Click and collect pour les bouquins, on y va à fond. Mais absolument, on y va, parce que cette initiative, elle est vraiment remarquable. On a l'état des stocks des librairies, on peut aussi passer des commandes. Donc, franchement, en plus, avec le prix du livre, c'est le même prix partout. Mais pourquoi on va acheter ailleurs ? Il faut le faire, absolument. Il faut aller... Même hors confinement, finalement, c'est une très bonne pratique. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces solutions. Bon courage à vous, chers commerçants qui nous avez regardés, qui avez participé à cette émission. On compte sur vous et on essaiera aussi, nous aussi, de changer nos habitudes pour vous aider. On se retrouve dès demain à 10h45 sur ce plateau. Vous le savez, cette émission est la vôtre, donc n'hésitez pas à commenter tout ce qui s'est dit ici sur le plateau. Très belle journée à vous et puis vous restez avec nous. Vous savez que l'information de qualité et de proximité, c'est aussi chez nous sur France 3.